qu'on va devenir, les amis? Pour l'instant, on sait que les pyramides, elles sont encore pyramidales, mais grosso modo, c'était tout blanc avant le revêtement extérieur. Quand t'arrivais devant les pyramides, c'était des trucs blancs, couleur blanche. Bon. Il paraît que en fait c'est du béton, c'est pas des pierres taillées, c'est du béton. Maintenant c'est plus blanc, c'est tout parti en couille, ça s'est effrité. Ça reste pyramidal, mais ça s'est effrité. Que sont devenus les pharaons? Putain, vaincre le pharaon, ça devait être balèze. Hein. Bah là, y a de la poussière, il y a des ruines. Même son sarcophage, il est exhibé au Louvre, je sais pas trop quoi, tu vois. Le mec a plus de pouvoir. Hein. Le pharaon, l'empire pharaonique s'est effondré. Et nous, on en est où alors? Nous, c'est simple. Tout d'abord, on est à peu près sorti des guerres systématiques. C'est pas trop mal. On est sorti d'un servage partiellement. C'est pas trop mal non plus, mais ça pue du cul quand même. Pour parler un peu franco. Et aussi, il y a la catastrophe écologique qui arrive et qui est un chef-d'œuvre parce que l'élite pense qu'elle s'en sortira dans des bateaux de luxe, des bateaux VIP, des bunkers de luxe. En 2-3 ans, la rouille, elle attaque la coque du bateau. Sur le ponton, t'as une putain d'ambiance de Titanic et tous les descendants d'héritiers très riches, tous les descendants de milliardaires là, ils ont une ambiance Titanic sur le ponton, la coque qui rouille et puis t'as les pirates qui finissent le travail, tu vois le truc, dans une ambiance très Mad Max. Donc l'élite, grosso modo, quand elle regarde sa descendance, elle dit je t'aime bien, je te donne un hôtel particulier, bon autour c'est Mad Max et il y a plus de papillons. Voilà, c'est de la merde. Donc l'élite offre un monde de merde à sa descendance, ça c'est certain, et les conditions de leur survie va pas être évidentes non plus. Donc leur connerie les éteint aussi, ça c'est le gros chef-d'œuvre qu'on retrouve dans Noé, sauf que dans la Torah, c'est ce qui préoccupe les auteurs, c'est la survie de l'humanité, et pas l'immense débâcle des rois fourbes, tu vois. Mais je peux te dire que le déluge, ça prend tous les connards. Ça les happe en veux-tu en voilà, et là c'est génial, c'est l'élite qui crée le déluge eux-mêmes, tu vois. C'est les punis du déluge qui créent le déluge eux-mêmes, donc c'est un chef-d'œuvre absolu. Et donc l'enjeu civilisationnel, là, pendant que les pyramides sont en poussière, le jeu civilisationnel, c'est de faire en sorte qu'en Occident, alors j'avais dit l'idée comme ça, que ce soit un camp de concentration Auschwitz inversé, c'est-à-dire ceux qui sont dans le camp survivent, ceux qui sont à l'extérieur ne survivent pas. C'est assez mal perçu, c'est un argument qui passe assez mal, parce que les gens disent oui, mais Auschwitz, c'est un crime très particulier, c'est l'industrialisation du génocide qui aujourd'hui donnerait des... Mais aussi, donnerait des saccages. Imaginez qu'aujourd'hui, on génocide industriellement, scientifiquement les gens. Tu vois, tu fais un virus qui n'attaque qu'une forme d'ADN et t'enlèves tous les blonds aux yeux bleus ou autres. Donc on voit que la méthode d'Auschwitz, c'est utiliser toute la technologie moderne pour éradiquer un peuple. On voit qu'aujourd'hui, si cette logique était réappliquée, ce serait une immense catastrophe. Mais l'exemple, il passe pas parce que les gens disent il faut laisser à Auschwitz ce qui est spécifique à Auschwitz et pas l'utiliser comme un contre-exemple. C'est-à-dire que pour moi, l'Occident qui laisse mourir 10 000 personnes en mer Méditerranée, c'est un Occident nazi. Et du coup, ceux qui sont à l'intérieur de l'Occident, c'est comme des gens qui sont à l'intérieur d'Auschwitz, mais au lieu d'être les prisonniers, c'est les nazis. Laisser 10 000 personnes mourir en mer, c'est se comporter comme un nazi. Considérer que l'autre il peut mourir parce qu'il est noir, c'est se comporter comme un nazi. Et l'Occident va devenir de plus en plus nazi. Pourquoi? Parce que la catastrophe écologique va créer des saccages en Occident, mais on saura y pallier. Mais ça va créer des saccages dans les zones pauvres, et là ils auront beaucoup de mal. Par exemple, Jakarta est en train de déplacer déjà dans l'urgence sa capitale, et ça va les ruiner en réalité. Ça va leur coûter
trop cher. Sur 100 ans, ils vont avoir du mal à se développer à cause de ce début de saccage écologique. Ils vont en avoir d'autres. Ils vont reconstruire un autre Jakarta qui va être balayé par des typhons. Et eux, comme ils sont pauvres, ils auront du mal à se reconstruire. C'est donc les plus pauvres, tous ceux qui sont à l'extérieur de l'Occident, qui vont souffrir beaucoup plus. Et donc, l'Occident deviendra une sorte d'Auschwitz inversé. Il faudra être dans le camp des méchants nazis occidentaux pour survivre. Et à l'extérieur, les gens souffriront. Déjà 10 000 personnes meurent en mer Méditerranée. Et on voit que la manière affective dont les gens prennent cette information, comment ils réagissent émotionnellement, c'est complètement l'inverse d'un être humain normal, sensé, aimant, etc. Solidaire avec un autre être humain. On voit qu'on est dans déjà une mécanique de création de l'être humain le plus insensible, raciste, etc. C'est abject. Du coup, c'est l'extérieur de l'Occident qui va souffrir du saccage écologique et l'intérieur de l'Occident qui souffrira tôt ou tard du saccage écologique de toute façon, mais qui en plus se nazifiera de l'intérieur. L'Occident devra de plus en plus ne pas voir le 1 million de morts en Irak, le 10 000 morts en mer Méditerranée, le millier de morts par-ci, par-là. Il va falloir de moins en moins être sensible à la mort des autres. Si vous voulez être occidental dans une logique d'alerte climatique, devenez le plus insensible et là vous réussirez à être un occidental nazi d'élite. Voilà. Donc du coup, tu as d'un côté une humanité pauvre en péril et de l'autre côté une humanité riche en voie de déshumanisation totale et de nazification totale. Ça, c'est l'agenda de la catastrophe écologique. Et d'ailleurs, on voit que très en amont, les désordres sociaux avaient fait appel à des polices de plus en plus armées, de plus en plus radicales, avec des lois de plus en plus dures. Et ces lois qui étaient dues à une contestation sociale, dues à une rapacité des élites de plus en plus féroce, cette police spécialisée, elle sera aussi là pour ne pas faire passer les réfugiés climatiques et faire en sorte que les militants qui considèrent en France que ces réfugiés climatiques ne sont pas des immigrés clandestins, eh ben ces gens-là se feront matraquer par la logique sécuritaire. C'est donc en Occident beaucoup de matraques, beaucoup de collaborations, beaucoup de faux culs comme Apathie, Pro, qui seront les grandes versions du journalisme, c'est-à-dire le journalisme n'existe plus, c'est comme si les médecins n'avaient plus de loi d'Hippocrate, c'est la même chose. C'est des journalistes hors du capital complètement, vous voyez. Et ils le font sans finesse, hein, il y en a qui le font plus finement. Quoi. Bon voilà, quoi qu'il en soit, on est dans cette logique-là. Et aujourd'hui, on peut tout bouleverser en réactivant un humanisme de gauche, parce que on voit qu'on manque cruellement d'humanisme. Les gains, ils existent toujours. Macron a réussi sa mission. Il a fait des gains à court terme phénoménaux. Donc, d'un point de vue capitaliste, c'est un super commercial. C'est un super directeur produit pour le capitalisme. Et dans le moyen terme, il a fait passer un maximum de lois. Donc, il a gagné financièrement au maximum. Et il a gagné législativement au maximum. Donc, il a rempli l'intégralité de ses missions 2 fois mieux que Sarkozy, Hollande, etc. C'est le très 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 bon élève du système du dollar occidental. Et lui, il a gagné. Et le mouvement de contestation, il en a à peu près rien à foutre parce qu'il a gagné en fait. Les gens contestent, mais il a gagné dans les textes de loi et dans les comptes en banque. Il a réussi complètement sa mission. Donc lui, il va très très bien se replacer après. Et on voit qu'il ne gagne que si la contestation s'arrête. Par contre, il peut, Macron, être la bourde ultime du système capitaliste. C'est-à-dire que, en allant trop loin, au mauvais moment, devant le peuple qu'il faut pas, eh ben, il peut générer une immense catastrophe pour le capitalisme. Parce que si la grève générale s'enclenche en France, il faut savoir que on la tient jusqu'au bout, jusqu'à gagner. C'est-à-dire que quand un président dit marcher et que plus personne ne marche, le président et son système tout entier perdent.
Et ils vont pas envoyer les CRS pour forcer les gens à retravailler. Vous vous imaginez bien. Ça veut dire que la grève générale totale, elle peut être la révolution 2.0, la révolution la plus importante de l'histoire de l'humanité. La première révolution française tue un roi, la deuxième révolution française va mettre la couronne sur un peuple. Et ce peuple sera respecté, le peuple français sera respecté dans le monde entier, on sera un phare de l'humanité à nouveau, parce que on le fera depuis un humanisme où on repensera l'être humain dès sa naissance, en pensant que la vie est une valeur ultime, et on repensera l'endroit où il naît, c'est-à-dire la planète Terre opulente, comme quelque chose qui doit lui appartenir et lui offrir des conditions de vie profitables, sereines. À partir de là, le monde entier sera admiratif parce qu'on aura repensé la lutte des classes, on aura repensé la distribution des richesses terrestres, et les riches pourront continuer d'être riches, mais avec des plafonds. Et ce qui compte pour ces riches, c'est qu'ils vivent dans un pays où les planchers sont hauts. Les Suisses sont contents de vivre dans un pays à peu près puissant, et même les très très riches Suisses préfèrent avoir moins d'argent pour que le peuple suisse dans sa totalité ait beaucoup d'argent. C'est aussi simple que ça. Comme ça, le riche, quand il sort de chez lui, il n'a pas besoin de 4 Mercedes, il en a qu'une, qui fait un peu la différence, mais il est dans un pays où les gens n'attaquent pas sa Mercedes, et où les gens ont des BMW, et il est dans un pays où tout le monde avance ensemble. C'est ce qui se passe en Chine. Les gens disent que la Chine n'est pas démocratique. En fait, la Chine et la Russie sont les seuls pays qui ne se laissent pas avoir par les États-Unis. Et parce qu'ils ont une gouvernance présidentielle très forte qui répond à l'international. Par contre, en interne, les Chinois, combien ont-ils de membres au Parti communiste ? Sur 1,4 milliard, ils sont combien de membres? J'ai demandé hier à une grande sociologue, elle m'a dit 2000. Non, ils sont 78 millions à peu près. 70, non, ils sont 84 millions. 84 millions de membres au Parti communiste chinois. Donc on voit que un président ne peut pas diriger un pays dans sa totalité, mais il peut parler à Trump. Vous savez, le fait que Poutine humilie Sarkozy, c'est parce que la constitution russe répond à la fausse constitution démoniaque américaine et dans laquelle l'Europe s'est dévoyée. Mais Poutine gagne contre les États-Unis, là où la France se fait baiser par les États-Unis. Avant, c'était le plan Marshall, maintenant c'est Make America Great Again, on n'a plus d'argent. Il nous abandonne, il nous propose les guerres de l'OTAN complètes où on bombarde des petites filles au Moyen-Orient, c'est abominable. Pour du pétrole. Les Américains se font arnaquer par l'industrie militaire qui pompe une grosse partie du budget et qui après, pour rentabiliser, fait des guerres pour les ressources. C'est un pays de bandits, quelque part. Et du coup, la France, elle participe à ça. Je sais que la Chine et la Russie sont complètement contre ces montages de surmilitarisation et de vol des ressources des autres. L'Amérique a coupé le continent. Notre continent est le plus puissant. L'Amérique fonctionne sur son union et elle attaque les autres en les désunissant. La Chine et la Russie ont eu l'intelligence de se lier et c'est pour ça que c'est les grands gagnants de la saison, parce qu'ils sont pas rentrés dans la folie américaine et que surtout qu'ils ont su tenir contre la folie américaine. Si la France et l'Europe de l'Ouest passent demain dans un paradigme chinois et russe, on n'aura pas de dictature, mais on aura une présidence capable de résister à l'impérialisme américain et on aura une démocratie. Il faut savoir que 84 millions de membres au Parti communiste, c'est presque, on va dire, 1/10 de la population, vous voyez, qui est représentée, qui est représentative des autres et qui est active. Donc ça veut dire que la démocratie chinoise, elle est très puissante en réalité. Et voilà, nous, grosso modo, nos grands chefs d'entreprise obtiennent du crédit avec la planche à billets américaine, donc de la monnaie de papier. Ils obtiennent très massivement des millions de dollars pour faire de l'économie capitalisme et du gain. Mais avec cet argent aussi, ils peuvent placer les présidents les présidents doivent accepter la logique que nos chefs d'entreprise fonctionnent sur le dollar,
et donc nos présidents doivent avoir une politique pro-américaine. Bon voilà. Résultat, le plan Marshall est inversé, maintenant c'est Make America Great Again. On nous demande de faire des efforts pour l'OTAN, on n'a même pas le pétrole à voler, donc déjà c'est malhonnête, mais en plus on n'a même pas le fruit de la malhonnêteté, tant mieux, hein, la malédiction sera moindre. Les États-Unis, grosso modo, ils voudraient qu'on soit leur esclave et qu'on attaque Poutine en Crimée. Le projet le plus débile de l'histoire de l'humanité, certainement, puisque notre continent est le plus puissant. Dès qu'on s'allie avec la Chine, mais surtout, les États-Unis nous demandent de ne pas travailler avec la Chine et la Russie. La Chine a gagné économiquement. Chaque année qui va passer, la Chine va s'enrichir et les États-Unis vont s'appauvrir. Et la Russie a gagné militairement, c'est-à-dire que quand Trump envoie un missile, Poutine touche 20 fois plus vite en missile nucléaire. Donc, quand tu as l'Armageddon, si l'autre a une grande armée, ben, il peut t'attaquer, mais dès qu'il passe ta frontière, tu peux bombarder son pays et le réduire à néant. Donc les Américains sont très mal parce qu'ils vont s'effondrer économiquement, ils vont s'effondrer militairement. Et il suffit que l'Europe passe à l'ouest et qu'on construise avec les Chinois des porte-avions et qu'on laisse les Russes et les Chinois prendre et créer des ports navals le long de la Méditerranée, mais surtout de la mer Atlantique et des dom-toms. Là, les États-Unis sont échec et mat. Tout simplement parce que les industriels américains militaires ont fait de la surfacturation. Les Américains peuvent détruire toute forme de vie sur la surface terrestre 1500 fois avec leur arsenal militaire. Tu peux faire 1500 déluges. C'est-à-dire, il n'y a plus d'humains. Une fois, tu peux le refaire 1500 fois. Ça veut dire que la surfacturation, plus la vente massive, elle est évidente. Et c'est pour ça que tu as des millions de riches, de pauvres, qui crèvent de faim aux États-Unis. C'est pour ça que tu as des millions et des millions de pauvres, de la très haute délinquance, parce que le budget, il va à l'armée. Et Poutine, il a compris que cette armée, elle plaçait les gouvernements. Si tu regardes Trump, Bush, Obama a l'air le plus souriant, bah, il a tué plus que Bush et Trump. Obama, ça veut dire que c'est vraiment le poupée grimaçante, poupée souriante, c'est le diable qui tire les fils, qui crée des lèvres du sourire américain, des lèvres des grimaces américaines. Obama, il est totalement utilisé par l'industrie américaine, placé par l'industrie américaine, et il a d'ailleurs plus tué, plus envahi de pays, il a systématisé avec les drones, donc maintenant les gens ils se battent contre un Terminator, et aussi il a vendu plus d'armes. Obama, il est plus fort que Trump et Bush pour vendre des armes et tuer des gens. Donc ça veut dire que les présidents sont complètement placés par l'industrie américaine, et du coup, les citoyens américains, ils se retrouvent dans une situation catastrophique. Parce que déjà, il y a beaucoup de pauvres, ça crée un gros problème, parce que l'argent, il va à l'armement, mais en plus, ces industriels, ils vendent de tout et n'importe quoi. Si tu regardes l'arsenal militaire américain, par exemple, en France, on a 200 avions de combat. Et ben, aux États-Unis, ils ont 200 avions d'exercice. Rien que pour l'exercice, ils ont 200 avions différents, et puis t'en as 200 autres, etc. Ils leur ont vendu tout et n'importe quoi. Un hélico comme ci, un hélico comme ça, un hélico comme ça. Et à chaque fois, ils disent c'est pour telle mission, et ils se rendent pas compte que Poutine, il a compris ça. Il a compris que la folie des industriels, plus la décision présidentielle, était paralysée par le gain. Et il s'est dit, ils vont faire n'importe quoi. Et lui, Poutine, il s'est dit, ils vont construire plein d'armes, moi je vais en construire qu'une, et je peux tous les niquer en à peu près 20 minutes. Là où les États-Unis ont besoin de 120 minutes. Poutine peut bombarder les États-Unis nucléairement en 20 minutes, il les plie. Et là, il est très fort maintenant sur les systèmes de défense de son territoire contre l'arrivée de... Mais bon, Poutine, grosso modo, il a la capacité d'envoyer des météorites, de la puissance des météorites, ce qui a fait disparaître les dinosaures. Poutine peut l'envoyer aux États-Unis. Et il faut savoir que les charges que possède Poutine nucléaires, il y a aussi, bon, là je ne devrais pas le dire, mais il y a aussi des logiques de matière et d'antimatière avec des fusions phénoménales. Il faut savoir qu'il suffit de toucher 3 fois les États-Unis
à 3 endroits éparpillés pour que rien que le nuage de fumée plonge l'Amérique dans la nuit pendant pas mal de temps. Parce que les charges, elles sont, vous voyez les cratères sur la Lune. Bon, bah voilà, c'est à peu près des charges comme ça. Le plus gros cratère sur la Lune, Poutine est capable d'envoyer très vite, plus vite que les États-Unis, des charges capables de faire la taille des cratères sur la Lune. Vous imaginez un peu comment les États-Unis, c'est-à-dire c'est pas une ville qui est détruite, c'est l'intégralité d'un État qui part en fumée. Enfin, tu prends 4-5 États, tu les partent en fumée et la fumée, elle va sur le reste du pays. Ouais, ils ont fait très fort les Russes. Ils ont dit bon bah on va perdre puisque les Américains créent des armes, on va perdre. Et Poutine, il connaît bien le karaté, il connaît bien le judo. C'est l'art du Japon, c'est le samouraï, c'est le coup unique, le coup parfait. Et Poutine a baisé la gueule à Bush, Trump, Obama, Kennedy, tout ce que enfin pas Kennedy, il était très bien, mais il a baisé la gueule à l'industrie américaine, à ces politiciens poupées fantoches et aux ceinturions, aux colonies américaines que sont aujourd'hui la France. Elle doit vraiment écouter la Russie quand la Russie donne un ordre militaire, parce que la Russie a gagné la guerre. Maintenant, ils ont juste à faire perdre les États-Unis, à continuer à ce que les États-Unis perdent leur avance. Et c'est assez bien parti d'ailleurs. C'est assez bien parti. Mais il faut quand même que l'Europe de l'Ouest passe à l'Est. Ça, c'est certain. Ça va un peu calmer les États-Unis. Ça va leur empêcher d'aller attaquer l'Iran. Ça va leur empêcher de faire des guerres avec la Chine en mer de Chine. Ça va empêcher que l'Europe se déchire en Europe centrale. Et ça va faire en sorte que les États-Unis n'auront plus qu'une option, parce que quand la France, l'Europe de l'Ouest, la Chine et la Russie créent leur monnaie unique et leur défense synchronisée, tout en gardant évidemment l'autonomie totale de la France, quand on a cette logique-là, les États-Unis perdent complètement, la bascule est trop forte, et l'Afrique et tout le Moyen-Orient viennent immédiatement. Ensuite, il reste quoi? Il reste l'Australie. L'Australie, ce sera la deuxième vague. D'ailleurs, les Chinois et les Russes devraient commencer à prendre l'Australie, mais bon. L'Australie sera la deuxième vague. Si l'Occident a l'intelligence d'arrêter l'impérialisme américain, les guerres pour les ressources, et de rentrer dans les logiques de vote de l'ONU, des Russes et des Chinois, déjà on redevient moral, on redevient éthique. On redevient, depuis notre démocratie, humaniste, sur l'impulsion des Russes et des Chinois, et pas sur l'impulsion capitaliste, impérialiste américaine. Mais ça, c'est un montage où les Chinois et les Russes vont laisser l'Europe de l'Ouest être l'Europe de l'Ouest sans aucun problème. D'ailleurs, là, on montre que Hong Kong est attaqué par la Chine. C'est un montage très américain, avec des anciens chefs d'entreprise hongkongais, très mafieux d'ailleurs, qui essayent de diaboliser la Chine. Mais la Chine, vous allez en Chine, vous allez voir, ça se passe mieux que dans n'importe quel pays d'Occident. Les gens sont plus heureux, les quartiers sont plus sains, c'est vraiment, vraiment excellent. Faut y aller en fait. Vous y allez, vous dites, ah, c'est pas du tout comme à la télé, tout le monde est beaucoup plus heureux. Allez en Chine, allez en Russie aussi, ça se passe assez bien. Ça se passe mieux qu'aux États-Unis. Si vous regardez, vous dites, en Chine, il y a 12 000 morts par arme à feu dans une seule ville par an. Vous dites, oh là, c'est dangereux. En Russie, oh là là, c'est dangereux. La mafia a tué 12 000 personnes dans une ville. Bah, ça n'existe pas. En Chine et en Russie, il n'y a pas une ville où 12 000 personnes se tuent par an. Par contre, tu vas à Chicago, tu regardes le nombre de personnes qui se tuent à l'arme à feu par an. Tu vas à New York, tu vas dans à peu près toutes les villes américaines où il y a des grands problèmes de gangs. Bah, tu vois que les chiffres, ils sont ahurissants. Alors, ahurissants. On pense que la Chine et la Russie, on vit mal, et on banalise l'hyperviolence américaine où les mecs, t'as 1200 morts dans une ville, facile, par an, facile. Les mecs, ils s'entretuent entre eux, etc. La violence américaine est incroyable. Si un mec vend sans autorisation des dessins dans la rue, il fait 30 jours de prison aux États-Unis.
Alors on dirait en Chine, c'est comme ça. En Chine, tu peux vendre un truc dans la rue. Et il n'y a pas 12 200 morts dans ta ville par an. En Chine, en Russie, tu peux vendre des trucs dans la rue sans autorisation. C'est beaucoup moins fasciste, vous voyez. Mais bon, passons tout ça parce que les Chinois et les Russes, ils sont pas forts en rock and roll et les Américains arrivent à vous séduire avec le rock and roll et Obama. Mais on a vu qu'Obama, il tuait plus que Bush Trump et Bush fils, que Bush père, Bush fils et Trump. Vous voyez, les faucons, les grands faucons américains dangereux, Obama, il est pire. Donc on voit que même le côté jazz des États-Unis, il est très dangereux. Il tue. Le côté jazz, même Robert De Niro, en nous disant de voter pour Obama, il a tué. Il a tué plus que Bush père et Bush fils. Et plus que Trump. Donc, De Niro, que j'adore, il est très dangereux, en fait. Il est très dangereux. Et aux États-Unis, moi j'adore le peuple américain, mais faites une révolution parce qu'on vous supporte plus. C'est comme les nazis. Est-ce que t'aimes les Allemands? Bah je sais pas, ils sont un peu trop nazis. Est-ce que t'aimes les Américains? Bah je sais pas, ils ont tué 1 million d'Irakiens. Ça me pose problème. Ça me pose problème. Alors j'aime pas l'Allemagne nazie, mais c'est aux Allemands de pas être nazis. Et ben aux Américains de pas être impérialistes. On en a marre. La France, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité en nous, mais avec les autres aussi. Alors surtout qu'il y a un copain qui dit surtout que Poutine a compris que la guerre, si on la lance pas, l'apocalypse nucléaire va se gagner sur le contrôle des ressources et de la communication. Ouais. Très intéressant, très intéressant. Et donc nous en France, on a tout intérêt à laisser tomber ces États-Unis avec leurs planches habillées, avec la monnaie de singe, et à créer une monnaie avec la Chine continentale, une monnaie continentale avec la Chine. Là, on perd la planche à billets américaine complètement pourrie, le plan Marshall inversé, Make America Great Again, on sort du logiciel, et on rentre dans la victoire pleine et absolue de la Chine. C'est des milliards. Même ces enfoirés de droite très opportunistes et qui adorent le fric, ils devraient un peu lâcher les États-Unis et se rendre compte que la Chine a beaucoup plus d'argent. Et que l'avenir, c'est là qu'est le marché. Et d'ailleurs, on doit réussir à travailler avec eux de manière plus intelligente qu'on l'a fait avec les Américains. Et ensuite, d'un point de vue militaire, on voit que l'OTAN, pour nous, c'est très humiliant de savoir que des militaires français ont tué sur ordre de la hiérarchie des petites filles à travers le monde, des enfants, des femmes, des enfants, des civils, etc. À titre d'exemple, en 1995, quand j'avais été pistonné par le général Meyer pour rentrer dans l'armée de l'air, j'ai parlé à des grands officiers. Un me disait qu'ils avaient placé des caméras sur des avions français pendant les représailles contre Saddam Hussein. Et donc, quand les armées de Saddam Hussein commençaient à partir du Koweït, ils se sont fait bombarder. Il a dit l'armée française, en aidant l'Amérique, a commis un des crimes les plus abominables que j'ai vus de ma vie. Les caméras étaient sur les avions et j'ai vu des milliers et des milliers d'hommes se faire bombarder comme des fourmis. Et souvent, c'est des gens qui sont appelés, des soldats irakiens qui avaient pas le choix, tu vois, des pauvres bidasses comme ça. Et il dit, on les a avec des armes phénoménales. C'était comme un jeu vidéo. On voyait les bombes exploser et puis après on voyait les morts en dessous et c'était filmé. J'ai récupéré les bobines, je les ai vues visionner et j'ai pleuré. Il m'a dit j'ai pleuré. Il a dit la France a commis un truc abominable. Et c'est ça qui est important, c'est que la France, elle se rende compte que à l'ONU, les votes des Chinois et des Russes étaient contre ce type de guerre, ce type de choses. L'impérialisme américain rend notre armée folle et complètement immorale, alors que chaque militaire, lorsqu'il passe sous le drapeau en bleu, blanc, rouge, s'inscrit pleinement dans l'humanisme et dans la moralité, puisque nos valeurs, c'est la liberté, l'égalité et la fraternité envers nous, mais envers l'humanité tout entière. Et donc, on voit que cette logique américaine, américanisation américaine, et on le sait, hein, que l'Amérique envahit les autres pays par l'argent, l'armée, mais aussi la culture.
et quand tu dois avoir peur d'une balle américaine, que tu dois avoir peur d'un dollar en monnaie de singe américain, tu dois aussi aujourd'hui avoir peur d'un chanteur américain et te dire, mec, si t'es cool, fais la putain de révolution dans ton pays américain parce que vous êtes des putains de nazis et qu'on vous supporte pas et que c'est très important pour l'humanité de ne plus supporter les Américains. C'est un enjeu vital. Et vous n'êtes pas les super démocrates, vous avez des millions de SDF, des millions de femmes qui meurent de faim, de froid dans votre pays de merde, des gens qui se tirent dessus. Il y a plus de prisonniers afro-américains dans les prisons américaines actuellement qu'il n'y avait d'esclaves pendant la grande période de l'esclavagisme aux États-Unis. Ça veut dire que les esclaves, ils ont souffert grave et aujourd'hui, tu as un nombre encore plus grand d'afro-américains qui souffrent grave dans des prisons absolument abjectes, etc. En plus, les Américains qui, eux, défendent l'Amérique impérialiste et militaire, etc., qui sont des peinés oui-oui, en veux-tu, en voilà, et qui, en plus, deviennent, eux, vraiment d'immenses nazis, mais en veux-tu, en voilà. Les mecs ont, dans toutes les questions, des réponses de nazis exactement les mêmes. Et ça, c'est ça qui va tenir les États-Unis, vous voyez. Plus le capital, etc. Et c'est un grave problème. Et moi, je pense que la France, avec sa grève générale, elle doit prendre en considération déjà l'idée qu'une grève générale qui est maintenue jusqu'au bout est très intéressante. Parce que si la grève générale est maintenue jusqu'au bout, c'est la condition humaine, c'est les bêtes de somme qui arrêtent d'avancer et qui du coup prennent le temps de se reconfigurer comme des êtres humains. Et qui du coup se disent dès la naissance, j'ai le droit à beaucoup plus de choses. Et avant ma mort, j'ai le droit à beaucoup plus de choses. Et je me rends compte que je ne sers qu'un patron. Et ça ne me plaît pas. Et l'idée des coopératives, c'est pas une idée communiste, c'est une idée de liberté, où l'homme, dans son travail, est beaucoup plus libre, d'égalité, où l'homme est beaucoup plus égal avec son patron, ou avec ses collègues, et où il est beaucoup plus frère. C'est pas toi qui gagne un max et moi qui gagne un minimum. On voit que les coopératives, c'est de la République. L'écologie, c'est de la République. Quand on vous dit vous êtes un communiste parce que vous n'êtes pas capitaliste, vous dites non. Moi, je suis un républicain, liberté, égalité, fraternité, et vous êtes un traître. Vous êtes un capitaliste américain et allez vivre aux États-Unis. Vous allez être très bien là-bas. Vous aurez des extrêmes pauvres, des gangs avec des flingues, et puis vous participerez à l'impôt pour payer des armes qui coûteront tellement cher qu'il faudra aller faire la guerre au Venezuela. C'est ridicule. Allez aux États-Unis. Si vous nous traitez de communistes, nous ici on est républicains, liberté, égalité, fraternité. Une coopérative, c'est mieux qu'une entreprise avec actionnaires et capital qui t'arnaque la gueule. Tu dois négocier ta retraite, tu dois négocier ton salaire. Non, nous sommes la force de production. C'est vous qui allez négocier avec nous. Et c'est ça qui est beau dans la grève actuelle. C'est une grève assez marquée, mais elle peut faire naître une grève générale. La grève générale peut faire naître une révolution. Même, je vais vous dire, le système impérialiste américain et l'Occident préféreront, en cas de grève générale, déclencher très vite, nous aider à déclencher très vite une révolution pour qu'on ait des sortes de gouvernements, un peu comme les Grecs, là, des gouvernements fantoches, qui feront en sorte que... Parce que Macron, là, il a l'impression d'avoir gagné le capital en faisant des gains très rapides. Tous les capitalistes sont très satisfaits de la politique de Macron. On gagne beaucoup d'argent en ce moment. Et en plus... dans les lois, oh là là, c'est des voies d'or pour l'exploitation de l'homme. Donc il gagne, mais attention, il peut tout perdre d'un coup. Et c'est le sujet dont je vous parlais tout à l'heure. Et je vous donne un exemple. Autour de Paris, c'est la banlieue. La banlieue, les mecs, ils sont chauds. Parfois, ils viennent de l'immigration. Alors, un jeune immigré africain ou maghrébin ou lapon, tout ce que tu veux. Le mec, il se dit, mon père, il s'est fait avoir. Il a construit toute la France. Chaque immeuble sublime, il a mis ses mains dans le béton et on n'est pas propriétaire. Donc, mon père, il s'est fait avoir. Mon grand-père, il s'est fait avoir. Il avait un village, il était bien, on lui a pas volé son bois ni son village, on lui a volé son bois, son village et toute sa forêt et tous ses poissons. Donc, son grand-père, il s'est fait avoir. Son arrière-grand-père. Et il était esclave, son arrière-grand-père. Donc, un jeune Africain français, aujourd'hui, qui est dans la banlieue, il se dit,
sur 8 générations, on est en train de se faire avoir. Eh ben, ce jeune Africain de banlieue, Paris, c'est comme Dien Bien Phu, c'est une cuvette. C'est entouré de la banlieue. La banlieue encercle Paris. Si elle tombe dans Paris, ils reprennent tout d'un coup. C'est-à-dire que le bois que tu as volé à son ancêtre, il le reprend sous forme de fauteuil Louis XVI, de fauteuil ambiance napoléonienne, de cadres trouvés sur la Joconde au Louvre. Il reprend tout d'un coup. Il reprend tout dans tout Paris, il retrouve les statues de ses ancêtres, il retrouve tout. Et il peut tout reprendre d'un coup parce que Paris, c'est Dien Bien Phu, c'est une cuvette. Et que en plus, le capitalisme américain avait besoin de contrôler la France à partir d'un lieu stratégique qui était Paris, parce que pour l'Amérique, Paris, c'était un des satellites européens. Mais Paris, c'est pas la colonne vertébrale de la France. Déjà, Marseille est très puissante, Lille est très puissante, Bordeaux, Lyon. T'as des villes, et puis t'as des citoyens sur toute l'horizontalité du territoire. Du coup, Paris, c'est la force de l'impérialisme américain, parce que c'est les légionnaires, les ceinturions, comme ça, mais c'est la faiblesse de la France. Pourquoi? Parce que Paris, stratégiquement, c'est une cuvette comme Dien Bien Phu. Quand Paris tombe, tu perds la verticalité de l'impérialisme américain, mais en plus, l'horizontalité, les révolutionnaires la gagnent tout de suite. C'est une révolution d'ailleurs horizontale. Le flux de gilets jaunes, il y en a, c'est les gilets jaunes historiques, j'allais dire hystériques. Bon, il y en a des gilets jaunes hystériques, mais il y a des gilets jaunes historiques et puis il y a des nouvelles vagues à chaque fois qu'un mec est déçu, il y va, il arrive. Et il y en a qui ont abandonné, mais ils reviendront. Il y en a qui ont essayé pour se coopter, ils ont le gilet jaune à la maison et ils reviendront tôt ou tard. Et en plus, maintenant, tu as les grévistes, les syndicalistes, et après, tu as peut-être d'autres personnes qui vont se réveiller. Et là, tu peux passer dans une révolution où on dit, attention, les grévistes, non seulement ils ont gagné, mais en plus, tu vas leur rembourser les journées de salaire non payées. Parce que comme ils ont gagné, ils avaient raison. Et comme ils avaient raison, leur salaire, ils y ont droit. Vous voyez? Et dans une révolution totale, c'est comme ça que ça se passe. Là, les grévistes, ils se disent, putain, on a perdu 800 €. Mais ils peuvent se dire que s'ils tiennent, ils se feront rembourser l'intégralité des salaires perdus. S'ils tiennent. Dans une révolution plus globale. Et la révolution, elle doit questionner juste sur une chose. Quand un être humain vient au monde, est-ce qu'il n'est pas prodigieusement beau depuis la vie qui l'anime? Donc, il est très puissant. Chaque être humain, en fait, est très puissant. C'est pas un citoyen de merde, c'est un être très puissant qu'il faut protéger et qu'il faut aider au maximum. Et la planète Terre n'a-t-elle pas d'immenses ressources? L'enfant, quand il vient au monde, il s'en fout qu'il y ait eu des anciens qui aient volé la Terre à tout le monde. L'enfant, il naît sur Terre. Il n'est pas dans des familles riches qui vont lui donner les règles du jeu. La vie s'organise depuis la vie et les ressources terrestres. Et ça, c'est la vraie révolution. Là, on ira très très vite parce qu'on sera à la fois compatible avec les Russes et les Chinois, tout en étant complètement autonome des Russes et des Chinois depuis nos origines humanistes, etc. Et en plus, on sortira complètement du paradigme américain de lutte absolue, de haine absolue des classes. Les classes sociales, on le voit, hein, les États-Unis, c'est l'adoration totale du pyramidal, des luttes des classes, un au sommet, un en bas. Celui qui est au sommet, en fait, il a tort, mais dans la propagande, il a raison. Celui en bas, il a complètement raison, mais dans la propagande, il est coupable, etc. C'est la logique, le paradigme américain. En Chine, c'est pas du tout comme ça. En Russie, c'est pas du tout comme ça. Et les Russes d'ailleurs, et les Chinois, mais surtout les Russes vont avoir un problème parce que trop de Russes sont passés à l'ouest quelque part. Et quand ils reviennent en Russie, ils pourrissent un peu le pays. Ils pourrissent un peu le pays parce que l'âme russe, elle est complètement pas américaine. L'âme russe, c'est Jacques Brel, si vous voulez. Et vous prenez un chanteur de variété minable, ben c'est l'âme américaine. Et l'âme russe, elle est très belle. Elle est comme Jacques Brel, Brassens, Léo Ferré. Ça, c'est l'âme russe, la vraie âme russe. Voilà, les amis, c'était un long live de 40 minutes
c'est la lutte. Pour vous dire que faut pas avoir peur du communisme, il faut détester le capitalisme, impérialisme américain, et aussi il faut savoir que le partage, les coopératives, l'écologie, le partage total des richesses, la nationalisation des choses, etc. C'est pas du communisme, mais c'est de la République. Parce que vous verrez qu'à chaque argument, le triptyque de liberté, d'égalité et de fraternité, eh bien, il colle parfaitement.